16h44, c'est l'heure de votre grand dossier ce soir, consacré très largement à cette course contre la montre pour récupérer le pilote américain qui s'est éjecté de son F-15 en Iran hier. Les opérations de recherche continuent. Vous saurez tout de cette mission ô combien périlleuse. Quels sont les moyens déployés ? Et avec cette question, Donald Trump va-t-il être obligé d'envoyer ses hommes en Iran pour récupérer son boy ? Invité exceptionnel du grand dossier, Jean-Michel Chéreau, ancien chef des opérations du COS, le commandement des opérations spéciales. Est-ce que le sort de ce pilote américain déterminera les suites de la guerre ? La question brûle alors que Donald Trump se mure dans le silence sur le sujet et que Téhéran, à l'inverse, se pavane. Écoutez d'ailleurs l'appel depuis plusieurs heures de la télévision iranienne qui offre une récompense à quiconque retrouvera cet homme en Iran. Chers compatriotes, si vous capturez le ou les pilotes ennemis et les remettez vivants aux forces de l'ordre et aux forces armées, vous recevrez une généreuse prime et une récompense de grande valeur. Et on en parle avec nos invités, l'amiral Alain Coldefy. Bonsoir, vous êtes ancien inspecteur général des armées. J'accueille également Vincent Crouzet. Bonsoir Vincent, bonsoir, expert en renseignement, écrivain, ancien espion, auteur de votre autobiographie Le jour où je suis devenu espion, un ouvrage formidable aux éditions de l'Observatoire. Claire Cambier est également avec nous. Bonsoir, éditorialiste international LCI. Et puis Brigitte Hadès est également avec nous. Bonsoir, grand reporter pour la revue politique internationale. Voilà pour les invités, mais d'abord donc on commence par ces recherches donc qui se poursuivent pour tenter de retrouver ce pilote américain qui s'est éjecté de son F-15 abattu hier par le régime iranien. Le pilote s'est donc éjecté avec son collègue qui lui a été secouru, annonce Washington, mais le contre-la-montre continue donc pour le retrouver. On va voir avec vous, amiral Coldefy, pour comprendre un petit peu cette opération spéciale, parce qu'elle comporte notamment plusieurs difficultés. La première, c'est la zone de recherche qui est en fait accidentée. On va le voir sur la carte. Ah oui. On voit ici en fait qu'il s'agit de montagnes. C'est ça, amiral ? C'est ça. Alors, expliquez-nous un petit peu pourquoi c'est compliqué de rechercher dans cette zone plutôt qu'ailleurs en Iran. C'est le relief qui fait la différence. Bien sûr, on n'est pas en zone découverte. Donc, la recherche à la fois du pilote, mais aussi des adversaires qui peuvent se cacher dans les anfractuosités, c'est le plus compliqué. En plus, c'est beaucoup plus compliqué au plan aéronautique, puisque les aéronefs qui vont y aller, particulièrement les hélicoptères, vont devoir voler très bas pour pas se faire repérer dans un relief accidenté. Peut-être de nuit, avec des jumelles de vision nocturne, voire un petit peu d'infrarouge. Donc on a la situation un peu la plus compliquée, mais pour laquelle je pense que les Américains sont entraînés quand même. Alors justement, vous nous avez parlé de ces aéronefs, on va les voir en images. On parle notamment d'hélicoptères et d'avions américains pour tenter de retrouver ce soldat. Expliquez-nous concrètement, il s'agit de voler très bas pour retrouver le pilote, c'est ça ? Alors, en fait, ça, c'est la dernière phase, c'est le dernier leg, on dit en anglais, c'est la dernière passe. Au départ, il y a quand même un AWACS. Il y a des chasseurs pour surveiller la partie aérienne et des avions les mêmes, mais en position de bombardier pour essayer de sécuriser un axe de pénétration. Et puis après, vous avez la pénétration avec le Fairchild, enfin le Warthog, le fameux A10, canon Gatling de 30 mm, là, qui est vraiment la machine à canon, et les hélicoptères qui embarquent des forces spéciales et les personnels qui devront identifier le pilote, car il peut y avoir, erreur ou trahison ou quelque chose comme ça, et le récupérer une fois que la procédure d'identification aura été faite. Donc, on voit que les hélicoptères, c'est vraiment le fin du fin, au moment où quasiment tout est joué, même si c'est la partie la plus tendue. Mais il faut que tout ait été bien préparé auparavant. Merci beaucoup, amiral, pour ces explications et nous détailler un petit peu, nous analyser ces images qu'on découvre tous peut-être ébahis, Vincent Crouzet, parce que vous qui avez été notamment sur le terrain, j'imagine que peut-être que vous ne connaissez pas forcément cette situation, mais là, on est vraiment dans la recherche minute par minute. Chaque heure compte pour retrouver ce pilote. Oui, je ne connais pas cette situation. Il faut parler des Monts Zagros, qui est une chaîne de montagnes exceptionnelle,
en Iran, qui compte près de 40 sommets de plus de 4000 mètres, vous vous rendez bien compte. Alors, un petit peu moins donc dans le Khouzistan, un petit peu moins au sud des monts Zagros, mais néanmoins, c'est vraiment une zone hostile, et c'est un miracle si le pilote n'a toujours pas été capturé, parce que ce n'est pas une zone, c'est une zone où il est extrêmement difficile, en fait, de se prémunir de la recherche, de la traque, de la chasse à l'homme qui est engagée par les milices bassidj, par les gardiens de la révolution islamique et par toutes les unités de l'armée iranienne. C'est vraiment la chasse au trésor. L'Iran aurait 2 trésors, les 400 kilos d'uranium enrichi et puis ce pilote. Alors ce pilote, pour survivre, en plus, il a des moyens limités, parce que dans sa life jacket, il a un kit de survie avec un certain nombre de choses. Il a quelques barres protéinées. Il a un peu d'eau, mais pas suffisamment pour tenir plusieurs jours. Il a un armement très léger. Généralement, les pilotes de combat de l'US Air Force ont parfois une arme de poing sur eux. Un poignard de combat qui leur sert surtout d'outil, éventuellement de se dégager au moment du posé, donc quand ils sautent en parachute, du posé pour éventuellement donc se dégager de ces suspentes. Mais il a pour survivre plusieurs jours, c'est extrêmement compliqué. Alors on a eu des exemples en Bosnie de pilotes qui ont survécu pendant 9 jours, mais c'était sur un tout autre terrain. Mais chaque heure compte, effectivement, chaque heure compte, et je suis extrêmement surpris que pour l'instant, il ait réussi à se soustraire à cette chasse à l'homme qui est engagée. Alors justement, on en viendra un petit peu plus tard dans le grand dossier sur ces entraînements de ces soldats américains, et pas que d'ailleurs, pour survivre comme ça dans la nature de manière presque sauvage pendant plusieurs heures et voire plusieurs jours. Un autre mot avec vous, amiral. Ça fait maintenant 24 heures, un peu plus, que cet avion F-15 a été abattu par les défenses antiaériennes iraniennes. 24 heures que cet homme est visiblement tout seul. Est-ce que pour vous, vous estimez qu'il est encore vivant? C'est une possibilité, ou au contraire, le fait qu'on n'ait pas d'informations, on évoquait peut-être un système de transpondeur qui réagit, ou en tout cas ne réagit pas pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations. Est-ce que pour vous, ce pilote est encore vivant, selon ce que vous pensez? Est-ce que vous... Je vais vous répondre d'une façon qui va pas vous satisfaire. S'il est vivant quand il s'est été éjecté, il est peut-être toujours vivant. Voilà. S'il a été blessé, c'est beaucoup plus difficile, et on ne sait pas s'il est décédé au moment de l'impact, puisqu'on n'a récupéré qu'un siège éjectable. Donc 24 heures, oui. S'il est tombé vivant, s'il a pu se cacher selon des dispositifs qui sont propres aux pilotes et à leur entraînement, il peut être toujours vivant. Mais vous voyez que j'utilise à la fois le conditionnel, les si et peut-être. Juste sur son transpondeur, il peut pas émettre en permanence avec sa balise de détresse pour éviter d'être repéré. Il va l'activer de temps à autre, justement, pour que les interrogatoires aériens qui sont dans les AWACS dont parlait l'amiral puissent effectivement le géolocaliser. Mais pour lui, ce serait extrêmement périlleux. Mais alors expliquez-nous pourquoi. Parce qu'en fait, ces balises pourraient également être repérées par les Iraniens. Oui, alors en principe, ils ont un système pour ne pas être repérés, justement. Mais en même temps, moi je pense en tout cas que c'est surtout la nuit qui va être héliportée si jamais ils arrivent à le localiser, parce que dans la journée c'est beaucoup plus périlleux pour tout le monde, enfin moins périlleux pour les hélicoptères, mais plus périlleux parce que on le repérera, parce que s'ils arrivent tous en masse pour le récupérer, peut-être il y aura aussi les gardiens de la révolution ou des milices qui seront aussi pas loin. Donc c'est plutôt la nuit que ça se produirait. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être attendre ce soir pour voir ce qui va se passer. C'est vrai que plus le temps passe, plus les gardiens de la Révolution sont sur le terrain. Et puis pour la première opération qui a pu a priori sauver le premier pilote qui était blessé, ces 2 hélicoptères, ils ont été touchés a priori. Il y en a un qui s'en est sorti, mais en atterrissant en Irak, mais l'hélicoptère est bien endommagé. Donc c'est des opérations aussi très risquées, très périlleuses. Et effectivement, pourquoi pas l'attente cette nuit pour avoir plus de possibilités, plus de facilité. Alors justement, on posera la question un peu plus tard dans le grand dossier à notre invité Jean-Michel Chéreau, qui, je rappelle, a été l'ancien chef des commandants des forces des opérations spéciales. Il connaît très bien ce type de mission. Amiral, d'après le The Telegraph, le journal, Donald Trump aurait mis au sol, entre guillemets, aurait envoyé des troupes pour récupérer ce soldat. Est-ce que il n'a pas le choix, le président américain, de déployer des hommes, des boots on the ground, comme on appelle ça souvent dans le mauvais jargon parce que c'est l'anglais, mais est-ce qu'il est obligé, pour récupérer pour ce type de mission un soldat, d'envoyer ces hommes, ces boys, comme on dit,
pour récupérer leurs collègues. Non, il est obligé d'envoyer des forces, mais qui ne peuvent être à ce stade que des forces spéciales. Soit les Rangers, soit les Navy Seals, enfin tout ce que l'armée américaine compte de forces spéciales. Il est hors de question d'envoyer une unité d'infanterie parce que ça n'a aucun sens. Le relief, vous l'avez indiqué, et puis bien sûr, il serait trop peu nombreux. Donc, qu'il envoie des forces, oui. Qu'il augmente le volume des forces spéciales, sans doute. Qu'il prépare 2 strikes, enfin 2 raids d'hélicoptères. Pourquoi pas, parce qu'ils doivent avoir la capacité de le faire, mais on n'envoie pas des troupes pour aller chercher quelqu'un dans la montagne. Mais quand on parle de troupes, on parle de combien d'hommes à peu près, de ces forces spéciales? Combien d'hommes on envoie pour récupérer un Alors généralement, il y a 2 hélicoptères, un hélicoptère de manœuvre. Chez nous, ça va être un Caracal de l'escadron Pyrénées, avec un hélicoptère de combat en appui-feu, donc un hélicoptère Tigre qui va nettoyer la zone autour de manière à ce que l'extraction se fasse avec le maximum de sécurité. Chez les Américains, ça va être un Black Hawk et puis certainement un hélicoptère Bell Viper, qui a une très grosse puissance de feu. Oui, il y a effectivement déjà des forces spéciales qui ont posé une botte, ne serait-ce que pour extraire le premier pilote, c'est évident, mais généralement c'est une extraction qui se fait en quelques minutes, soit avec ce qu'on appelle par grappe, ou bien le poser d'un hélicoptère, mais c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que les commandos vont être droppés par grappe avec sur la zone d'extraction, vont donc récupérer le pilote par cette même méthode et ne vont quasiment pas poser une botte. Il va y avoir quelques commandos qui vont en étoile protéger en fait l'extraction du personnel, mais ça va être extrêmement rapide. Ça dure 3-4 minutes. C'est pas la peine de déployer ou de projeter du personnel au sol quelques heures auparavant. Comment se fait-il qu'on ait récupéré un pilote et pas le deuxième lorsqu'ils se sont éjectés? Ils se sont éjectés à deux différents endroits? Ils s'éjectent pas de façon parallèle, c'est légèrement décalé. Mais le pilote qui a été récupéré, vraisemblablement, la position de la WACS a pu repérer la position et donner une position précise de son atterrissage, si je puis dire. Et l'autre, peut-être qu'il y a eu une panne de communication qui a fait que l'AWACS, toujours l'AWACS, c'est pour ça que d'ailleurs les Iraniens ont détruit un AWACS sur le tarmac à Riyad, n'a pas pu le récupérer à ce moment-là. Alors après, c'est de plus en plus compliqué parce que on connaît la zone de crash. Et puis après, il faut rechercher un petit peu en carré, avec des moyens aériens, peut-être des moyens satellites. Les Américains ont cette capacité, mais ça devient plus compliqué. Alors oui. Et puis les 2 pilotes ne s'éjectent pas au même moment non, ils s'éjectent l'un après l'autre avec un appareil même touché qui va très vite. Il peut y avoir entre 30 et 40 km entre les deux. Tout dépend de la vitesse avec laquelle donc le second va s'éjecter, mais il peut y avoir énormément de distance entre les deux membres d'équipage. Alors pour bien comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle d'éjection d'un pilote, parce qu'évidemment beaucoup de gens se sont réveillés ce matin avec cette information, même si c'est depuis hier qu'on a les informations, mais c'est pas forcément des choses qu'on entend, qu'on voit tous les jours. Les équipes de TF1 sont allées rencontrer un pilote français. On va voir juste après les images et ce témoignage qui est très important parce que c'est très... il faut vraiment comprendre qu'ils ont quelques secondes pour agir et que une fois qu'ils sont éjectés de leur appareil, il faut tenir plusieurs heures évidemment et voire plusieurs jours, on l'a dit justement avec une préparation. Mais Claire Cambier, un mot juste de la préparation de ces soldats. Vous faites beaucoup de reportages parfois, vous côtoyez des militaires sur pas forcément des terrains de guerre, mais notamment des entraînements. Est-ce que ces soldats, ils sont préparés à tenir très longtemps comme ça? Oui, alors moi je n'ai pas rencontré de personnes qui étaient formées à ces sauvetages, mais il y a oui effectivement des commandos, des parachutistes sauveteurs, on l'appelle les PGs aux États-Unis, et qui sont tout spécialement formés pour ça, formés pour aller faire ces missions de secours, et puis formés aussi pour survivre en terrain hostile, essayer de retrouver de l'eau, de manger ce qu'ils peuvent, de survivre tout simplement en attendant qu'ils soient secourus. Je vous disais justement ce témoignage de ce pilote français qui nous raconte
son expérience. Il s'est retrouvé un peu dans la situation de ce pilote américain il y a quelques mois, quelques années, et il nous raconte, regardez. Fois le siège déclenché, le soldat atterrit au sol en quelques secondes. La suite, il y a été entraîné pendant des années. Comme le lieutenant-colonel Alexandre, qui a dû lui aussi s'éjecter en Afghanistan en 2011. Il avait été secouru par les forces alliées en 1h30. Quand on est au sol, il faut réussir à s'adapter. C'est-à-dire qu'on fait un état des lieux, on regarde si on est blessé, si on est valide, on regarde si on est menacé, à court terme ou pas. On a du matériel pour se défendre, mais c'est relativement limité. On a un pistolet automatique avec quelques chargeurs sur nous. On a un GPS de manière à pouvoir s'orienter. Une fois à l'abri, la priorité pour le pilote, transmettre sa localisation. Le soldat est équipé d'une radio-balise. Il doit l'activer seulement quelques secondes pour faire connaître sa position sans être repéré par l'ennemi. Encore une fois, ce qui est intéressant, au-delà de ce témoignage, c'est cette radio-télécommunication. On peut penser qu'elle ne fonctionne pas pour ce pilote américain aujourd'hui, pour les difficultés de le retrouver ? Non, peut-être pas. Peut-être que les difficultés de le retrouver, c'est qu'il est dans une zone extrêmement hostile et que l'opération de récupération, finalement, encourt plus de risques que le commandement va balancer le risque qui va devoir être pris pour l'opération de récupération. Parce que si, à ce prix-là, on perd 1 ou 2 hélicoptères et du personnel spécialisé de l'hélicoptère de manœuvre notamment, c'est extrêmement périlleux, et ça peut être pire pour les forces américaines. Pour revenir aux pilotes français, on a nous une unité spécialisée, les commandos parachutistes de l'armée de l'air, le CPA-30, qui est dédié justement à la récupération, donc à l'instar des PJS dont parlait Claire, qui sont en fait des commandos parachutistes de l'US Air Force et qui sont spécialisés. C'est la seule unité qui est spécialisée pour intervenir justement plus précisément. Alors, toutes les forces spéciales savent le faire, la récupération de personnel en zone hostile, mais les PJS sont particulièrement entraînés à cet effet. Alors, on parle d'opérations de recherche pour les Américains, on parle évidemment de traque pour les Iraniens qui eux aussi veulent mettre la main sur ce pilote américain. Et notre correspondant à RFI France 24 à Téhéran, Siavosh Ghazi, nous explique très concrètement que depuis 24 heures, le sort de ce pilote est devenu une priorité pour le régime. Écoutez. Oui, les opérations de recherche ont été lancées dès hier. Le gouverneur de la province de Charles El Bakhtiari a demandé donc au réseau de villages, donc il y a parce que dans le village il y a des conseils élus et un responsable de village donc qui est choisi par ces conseils donc de mener des recherches et à la fois pour trouver le pilote mort ou vivant et puis aussi donc d'informer donc les autorités locales de la présence de forces hostiles dans la région, puisqu'on sait que les Américains tentent de retrouver le second pilote. On ne sait pas s'il est dans quel état il est, s'il est blessé, s'il se cache, s'il a été tué. Ce qui est un peu bizarre, c'est que les Américains ont réussi, d'après ce qu'ils ont dit, à récupérer l'un des pilotes, mais pas le second, et donc qui n'a pas été retrouvé dans l'opération qui a été menée. Téhéran affirme aussi avoir endommagé 3 hélicoptères qui participaient aux opérations de recherche et de sauvetage des 2 pilotes, avec des vidéos qui ont été et des photos qui ont été donc publiées sur les réseaux sociaux et les médias iraniens, et aussi avoir abattu un autre avion, un avion A-10 dans le détroit d'Ormuz, donc un avion qui est tombé dans le golfe Persique. Et ce matin, un autre responsable des gardiens de la révolution dit que l'Iran a la capacité, a la technologie d'abattre les avions de 4e et 5e génération. Si cela est confirmé, cela bien sûr va changer donc le cours du conflit, ce qui permettrait à l'Iran d'abattre d'autres avions américains ou israéliens. Amiral. Oui, je voulais juste rajouter, quand vous avez évoqué des pertes dans la récupération d'un pilote, il faut voir qu'il y a 2 choses. Le pilote doit être absolument certain que tout sera mis en œuvre pour le récupérer. Ça le conditionne sa survie également. Et le commandement militaire fera tout pour le récupérer, y compris en acceptant des pertes.
Ça s'est passé pour Ben Laden, ça se passe à chaque fois. Donc, c'est pas que les morts n'ont pas la même valeur, mais en plus, le symbole, le pilote, en l'occurrence le pilote, doit être récupéré. Mais c'est important pour l'engagement. Oui, c'est important pour... Et ça, c'est psychologiquement, c'est capital. Voilà. Alors, pour évidemment, d'autant plus que, comme on le dit, l'Iran, justement, traque ce soldat, ce pilote, et j'imagine qu'il est au courant potentiellement de ce qu'il peut représenter. Justement, Brigitte, j'ai envie de poser cette question. Est-ce que, dans l'hypothèse où ce pilote américain serait capturé, est-ce que ce serait un trésor de guerre pour le régime des Mollahs ? Absolument. Et les Iraniens sont très friands d'otages. Ils en ont, même quand ils sont en paix, ils prennent des Anglais, des Français. On les paye des millions pour nous les rendre, donc ils ont l'habitude. Et pour là, ce serait vraiment, parce que ça endommagerait un peu la crédibilité de Trump, qui a dit qu'il y aurait 0 mort, etc. dans cette guerre. Mais en même temps, quand on y pense, 2 avions depuis le début de la guerre, ça n'est rien du tout. Parce que pendant la guerre en Irak, j'écoutais un général américain juste avant de venir, il y a eu 42 avions qui sont tombés en 43 jours, donc au début de la mission. Donc c'est très important de voir que ça, c'est très important. Mais les Iraniens, pour eux, c'est formidable parce qu'effectivement, ça fera un peu comme les otages américains dans les années 80. C'est vraiment, ça va faire parler d'eux, et puis ils vont faire payer très cher. Ils préfèrent l'avoir vivant, bien entendu. Et on le voit sur ces images, les Iraniens qui ont répondu à l'appel justement du régime pour tenter de retrouver ce pilote, et ils mettent désormais tous les moyens. Alors évidemment, il s'agit d'images, on le rappelle souvent, de la propagande iranienne. Donc évidemment, ces images sont orchestrées. En tout cas, il faut faire toujours attention en les diffusant. Mais regardez, ils sont déjà présents, armes à la main, pour tenter de retrouver le pilote. Regardez. Salam alaikum, Hassan Washi. Salam alaikum. Alaikum salam. Amshala peyda mishi, نترس. Salam alaikum, ya Allah, ya Allah. نمیمونه. پرچم همیشه بالا. عادی سلام علیکم حسن باشی. یا سلام علیکم. عادی سلام علیکم. عادی چیلی پیدا کردی؟ ان شاء الله پیدا میشه. ان شاء الله. Ce qui est très intéressant également de voir dans cette séquence, c'est la zone accidentée, Claire Cambier. Très honnêtement, est-ce qu'on peut légitimement penser ce soir que les Iraniens ont l'avantage de connaître le terrain par rapport aux Américains pour tenter de c'est leur territoire, donc forcément ils connaissent mieux le terrain. Ce qu'on voit sur ces images aussi, c'est que ces hommes qui ne sont pas des combattants, qui ne sont pas des soldats, portent le drapeau iranien. Donc il y a vraiment la volonté aussi de montrer ces images de propagande. Et puis il faut noter aussi qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. Il y a il y a des gardiens de la Révolution, il y a aussi le gouverneur de la province qui ont promis des sommes mirobolantes. On parle de $60,000. Alors cette région, la province du Khouzistan, c'est une province qui est très riche parce qu'il y a 80% des exploitations pétrolières qui sont dans cette région. Mais ce n'est pas forcément le cas des habitants. Il y a aussi beaucoup de terres agricoles, il y a beaucoup de paysans, et donc forcément c'est une motivation pour ces hommes. Pour le retrouver. À quoi peut-on s'imaginer si jamais il était capturé par ces hommes, Vincent Crouzet? Il serait donné au régime, il servirait aussi de monnaie d'échange potentiellement. À quoi on peut s'attendre? Déjà, il va être mis en sécurité. Donc il va y avoir une certaine latence avant qu'il ne soit malheureusement montré à l'occasion d'une mise en scène orchestrée par le régime à fin de communication, avec une communication certainement très fine. Peut-être je ne l'espère pas, mais peut-être malheureusement a-t-il déjà été capturé et on ne le sait pas. Je pense qu'on ne le saura lorsque vraiment il sera en sécurité quelque part à Téhéran ou ailleurs et dans les mains des services spécialisés. Peut-être même qu'il y aura un moment où les Iraniens chercheront à négocier avec les Américains sans qu'on le sache. Voilà, la pire des choses, c'est qu'ils se fassent lyncher, mais je pense que la population et les milices ont été bien briefés par les commandants locaux, parce qu'il y a toujours ce risque-là. Mais voilà, ce sont des heures, sont vraiment des heures critiques, et on le voit, et Claire le rappelait, dans un environnement qui est vraiment très compliqué pour se dissimuler, pour se cacher, très peu de végétation, apparemment aussi assez peu d'eau. Ça rentre énormément en compte aussi dans la survie du pilote, qui certes a quelques pilules de sel, vraisemblablement pour aller au-delà de quelques jours.
mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors justement, au-delà de ce pilote, hier, c'est peut-être une journée noire pour l'aviation américaine parce qu'ils n'ont pas perdu que ce F-15. On va faire le point avec vous, Matteo Schiaravino, car au-delà du sort de ce pilote, plusieurs appareils ont été détruits hier. Effectivement, le ciel iranien s'est assombri au fur et à mesure que les revers s'enchaînaient pour les États-Unis. Avec le premier en date et le plus important peut-être, c'est ce F-15 évidemment abattu par les forces iraniennes. On voit ici les débris diffusés à la télévision d'État. Alors c'est inédit puisque jusqu'ici, jamais l'Iran n'était parvenu à abattre un avion chasseur de tel rang, et ça pourrait sérieusement tourner à l'humiliation si les gardiens de la Révolution parvenaient à mettre la main sur ce pilote toujours recherché au moment où nous parlons. Une course contre la montre s'est donc engagée entre les forces spéciales américaines que vous voyez ici en pleine recherche et une partie de la population iranienne ayant répondu à l'appel de la télévision d'État. Vous le voyez sur ces images, en clair, ce pilote vivant contre une récompense. Et il n'y a pas que cet appareil qui a été ciblé. Effectivement, puisqu'au cours des recherches menées pour retrouver ce militaire, 2 hélicoptères Black Hawk, selon Reuters, ont été touchés par des tirs iraniens alors qu'ils ratissaient la zone. Ils ont réussi à quitter le territoire sans qu'on sache la gravité éventuelle des blessures de ces pilotes ou bien des potentiels dégâts sur ces hélicoptères. Et plus tard dans la soirée, 2e avion abattu par les systèmes de défense iraniens, un A-10 Warthog. Alors celui-là, il est très robuste, vous le voyez à l'image. Il est capable de détruire des chars, mais de fait, il est plutôt lent pour un avion et il vole bas, ce qui le rend relativement facilement atteignable par les tirs ennemis. Alors, appréciez qu'il n'y a pas eu de perte majeure puisque le pilote a pu s'éjecter, il a été secouru. Merci beaucoup Matteo Schiaravino pour ce point complet sur ces pertes américaines. J'accueille sur ce plateau Jean-Michel Chéreau. Bonjour, venez avec moi. Je rappelle que vous êtes ancien chef des opérations du COS. Le COS, c'est le commandement des opérations spéciales. Merci d'être avec nous, Général, ce soir dans le Grand Dossier. On a beaucoup de questions à vous poser sur ces heures, c'est peut-être 24 ou 48 heures qu'il reste à ce pilote pour survivre, si je puis dire. Comment une opération spéciale peut se mettre en place pour récupérer ce pilote? On en parle juste après dans le Grand Dossier. Restez avec nous. À la suite du grand dossier consacré très largement au sort de ce pilote américain toujours recherché par l'armée américaine et qui s'est éjecté hier de son F-15 en Iran. On en parle dans un instant avec le général Jean-Michel Chéreau, invité exceptionnel du grand dossier. Mais d'abord, le rappel des titres avec Donald Trump, justement, qui reste muet sur le sort de ce pilote disparu en Iran. Mais il rappelle cet après-midi les termes de son ultimatum pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Il donne 48 heures à l'Iran pour conclure un accord avant, je cite, de déchaîner les enfers sur eux. Pour rappel, en l'absence d'une réouverture du détroit, le président américain avait menacé de détruire les centrales électriques en Iran. Loi d'obtempérer, le régime iranien annonce aujourd'hui avoir frappé un navire lié à Israël. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a fait état de sa vive préoccupation après l'annonce de l'Iran de nouvelles frappes israélo-américaines près de la centrale nucléaire de Bushehr. La Russie condamne également une frappe funeste et annonce l'évacuation de 198 de ses employés sur le site. Leur départ était prévu, mais a eu lieu 20 minutes seulement après la frappe. Et puis retour en France avec plusieurs milliers de manifestants contre le racisme dans le rassemblement à Saint-Denis cet après-midi à l'appel du nouveau maire La France Insoumise Baye Bakayoko qui cristallise depuis son élection un débat devenu national sur la discrimination raciale. De nombreuses figures du mouvement LFI étaient présentes, dont Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci a dénoncé, je cite, une vague de racisme écœurant. Voilà pour l'essentiel des titres. On accueille donc notre invité exceptionnel ce soir. Bonsoir, Général Jean-Michel Chéreau. Vous êtes ancien chef des opérations du COS. C'est le commandement des opérations spéciales, évidemment lié à cet événement, à cette recherche de ce pilote américain toujours disparu. On le rappelle qu'il s'est éjecté de son appareil hier. Il est encore aujourd'hui dans la nature en Iran. La première question que j'ai envie de vous poser, Général, c'est est-ce qu'on est encore dans les temps pour le retrouver vivant ? Alors on est encore dans les temps, mais ça devient quand même très inquiétant, d'autant plus que pour démarrer une opération d'extraction comme celle-là, il faut qu'on sache de façon très précise où il se trouve. Et je ne sais pas si les Américains
ont cette position, parce que tant qu'on n'aura pas de position précise, on ne peut pas engager une opération comme celle-là. Ce que je pense peut-être, parce que nos Américains ne nous disent pas tout, c'est qu'ils le savent peut-être déjà, et qu'ils vont engager une opération, mais une opération de nuit. Parce que typiquement, une opération comme celle-là, pour qu'elle réussisse, il faut impérativement la jouer de nuit. En plein jour, avec tous les personnes qui se baladent autour du dispositif, c'est beaucoup trop dangereux. Alors justement, la question qu'on se pose, c'est l'état de ce pilote aujourd'hui au bout de 24 heures. Et on sait, ces pilotes sont vraiment entraînés, ces soldats sont entraînés. On va faire un point avec vous, William Delesseux, parce que effectivement, on est dans l'urgence, mais ces soldats sont préparés à la survie. Oui, par le programme officiel de l'armée de l'air américaine, programme qui tient en 4 lettres, SERE, S-E-R-E, survie, évasion, résistance et escape, extraction, donc, comme vous le disiez, général. Tout cela, dans cet entraînement, a lieu dans des conditions les plus difficiles. Cette doctrine a été conçue dans les années 50. C'était à l'aune de la guerre de Corée, conçue par l'armée de l'air américaine. Ce programme, entraînement rigoureux, vous le voyez sur ces images, des semaines où les élèves sont coupés du monde, dans les airs, dans l'eau, dans la chaleur, dans le froid extrême. Il y a des tests physiques, construction d'abris, apprentissage de la chasse, plongée, parachutage répété. Ils sont formés par des spécialistes du SERE dans plusieurs bases américaines pour résister à tous les climats. Je voulais vous dire aussi qu'une partie de l'entraînement a lieu en Alaska, à Eielson. Efficacité prouvée puisque le programme s'est étendu à la marine, puis à l'armée de terre ensuite. Le SERE est aussi classé secret défense dans certaines de ces étapes. Alors vous le dites, il faut résister à tout, et c'est également un entraînement psychologique pour ces soldats. Oui, au cas où le soldat est capturé, c'est la dernière partie de l'entraînement, et c'est sans doute l'une des plus importantes. Elle consiste à confronter les futurs soldats à plusieurs scénarios comme l'enlèvement, les prises d'otages, les interrogatoires très musclés, la vie en captivité, la solitude et même la résistance à la torture. Ces simulations peuvent aller très loin, elles peuvent être mises en application sur le terrain comme dans le cas précis du navigateur américain toujours porté disparu. Dans le cas où il serait fait prisonnier par les Iraniens, il deviendrait un otage, mais il aurait été formé physiquement et psychologiquement pour cela. Merci beaucoup William Delesseux. Général, ils sont préparés, ces soldats, mais combien de temps peut-il survivre ? Il a des moyens en sa possession pour pouvoir survivre. Il n'a pas grand-chose avec lui. En plus de ça, il n'est pas équipé pour durer, puisqu'il n'a pas de chaussures pour marcher. Il n'a pas pour pouvoir marcher correctement. Il a ses chaussures de pilote. Sur lui, il a peut-être une arme de poing, et encore, normalement, dans les forces françaises, il a une arme de poing, mais après, pour durer, il peut durer au maximum 48 et 72 heures, parce qu'il a très peu d'eau, et il a peu de nourriture. Ils ont des barres énergétiques et autres, mais ça va pas très loin. Ils ont des barres pour se nourrir, mais comment font-ils pour boire, par exemple ? Ça, c'est pour boire, ils ont dans les unités qui étaient les miennes, ils étaient dans des pochons. Des pochons d'eau, et ce qu'on voit maintenant, par exemple, sur les triathlons ou autres, où les gens sont équipés avec ce genre de choses. Alors on voit effectivement que ça va nécessiter une opération extrêmement périlleuse de la part de l'armée américaine. En quoi ça va consister ? Selon vous, vous qui avez travaillé sur des opérations spéciales, comment vont faire ? Quelle est la meilleure façon de récupérer un soldat dans la nature comme ça, dans une zone, on le rappelle, extrêmement accidentée ? Pour jouer une opération comme celle-là, une fois qu'on a clairement localisé l'endroit où il se trouve, c'est une mise à terre, si possible, en hélicoptère. Je pense qu'on en a la possibilité parce que les bases américaines ne sont pas très loin. Donc dépose en hélicoptère des commandos qui vont récupérer l'individu et le ramener avec lui. On parle de combien d'hommes ? Pour des opérations comme celle-là, c'est surtout le CPA-10 et le CPA-30 qui jouent ce genre d'exercice. Nous aussi, on les jouait. C'est un groupe. C'est une dizaine d'hommes. Et alors, cette dizaine d'hommes, ils sont uniquement dédiés à récupérer ce soldat, ou ils peuvent faire feu face à des hommes qui viendraient les confronter. Ils doivent être en capacité d'ouvrir le feu face à des gens qui seraient. Toute la problématique, ça va être d'être sûr qu'à l'endroit où se trouve, il y a effectivement notre pilote et qu'il n'y a pas un espèce de leurre. Parce que ça, c'est possible aussi. On l'a vu dans le passé, où sur certaines opérations, quand on arrive sur place, on se rend compte que finalement, c'est pas le bon. Donc, effectivement,
avec un groupe comme celui-là, bon, il y en a très peu qui vont pouvoir couvrir l'action, mais on peut pas en embarquer beaucoup plus. Je dirais que peut-être que les Américains y arriveraient, mais j'aurais tendance à dire, nous, avec 2 hélicoptères, hein, et puis une dizaine d'hommes, on doit faire le boulot. Ils sont préparés, ces soldats, à ce type de zone accidentée ? Oui, tout à fait. Bon, pour ce qui concerne les nôtres, oui, les Américains avec lesquels j'ai travaillé également. Quand vous voyez la situation aujourd'hui, est-ce que vous faites le parallèle avec une situation peut-être que vous avez connue, d'avoir récupéré peut-être un militaire français ou une personnalité que vous deviez aller chercher lorsque vous étiez au COS ? Dans ma vie antérieure, donc, j'ai travaillé en particulier à une époque dans les années 98-2000 sur les criminels de guerre en Bosnie. Et donc, à cette occasion-là, on en a attrapé quelques-uns. Hein, et donc, dans ce cadre-là, c'est toujours le même mode d'action. Il faut savoir où il est. Et une fois qu'on sait où il est, donc, on déploie le dispositif. Bon, qu'on adapte en fonction de la situation. Et Dieu sait qu'en Bosnie, c'était assez, je dirais, comme on dirait chez les militaires, assez bahuté. Hein. C'était des terrains assez accidentés. Alors effectivement, je ne sais pas si vous avez une question à poser au général autour de cette table. Oui, sur le plan technique, ce serait plutôt un pose d'hélicoptère ou bien un hélitreuillage avec une récupération non, je pense par grappe. Je pense que ça pourrait être une dépose en corde lisse et une récupération par grappe. Le plus rapide, c'est ça. Ouais. Dépose en corde lisse et récupération par grappe. Quand vous avez évoqué tout à l'heure un leurre, ça voudrait dire que ce seraient les Iraniens qui piégeraient. Mais alors, factuellement, comment ça se passerait ? Ils mettraient un homme Ils peuvent être très bien sur le dispositif où on pense l'avoir détecté, mais eux aussi. Donc à ce moment-là, ils peuvent très bien avoir récupéré le pilote et être en lieu et place du pilote. Et exemple vécu. Amiral, quand on exemple vécu, c'est-à-dire, vous pouvez nous raconter où c'était, comment ça s'est passé ? C'est encore dans les mêmes zones. Du côté de la Bosnie, c'est ça ? Du coup ? Oui. Alors, amiral, est-ce que, quand on écoute le général, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression que ça va presque, pardonner du terme, d'être un jeu du chat et la souris pour pouvoir récupérer cet homme au bon moment, au bon endroit, sans se faire leurrer par les Iraniens. Oui, tout à fait, mais comme l'a dit le général Chéreau, le point d'entrée, c'est la position du pilote. On ne peut pas aller à l'aventure, chercher, poser des troupes et puis aller chercher. Donc ça, c'est le point d'entrée. Ce point d'entrée, il nécessite que le pilote soit vivant, que ses équipements de transmission, aussi sophistiqués soient-ils, marchent, et qu'on ait cette identification. Et à partir de ce moment-là, on déroule le processus. Donc c'est un jeu du chat et de la souris, pour retrouver le pilote. Mais une fois que le pilote a été retrouvé, c'est un jeu c'est plein jeu. Ça n'a jamais été un jeu, mais c'est un combat avec des professionnels entraînés pour le faire. Voilà. Ça dure combien de temps une opération de ce type ? Une opération comme celle-là, pour une extraction de pilote ou autre, il faut que ça soit très court. Il ne faut pas qu'on reste très longtemps dans le dispositif. C'est de l'ordre de 5 minutes. 5 minutes. À partir du décollage ou... Non, à partir du moment où on attaque la descente en corde lisse, par exemple, ou autre. À partir du moment où on est sur objectif et qu'on attrape le pilote, 5 minutes après, il faut avoir dégagé. Selon vous, avec votre expérience, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, ce soir, ce sont les Iraniens qui ont l'avantage de le récupérer, au vu notamment de leur connaissance de la zone, ou au contraire, les moyens déployés par les Américains leur donnent un avantage sur ce point-là ? Je pense que les Américains peuvent avoir encore un certain avantage. Je pense qu'ils ont des informations sur la position du pilote. Du moins, je l'espère. Et j'espère que cette nuit, on va voir quelque chose. Maintenant, je peux me tromper, mais je pense que les Américains ont peut-être plus d'informations qu'on ne pense. Parce qu'en général, les Américains ne parlent pas beaucoup. Et justement, c'est bien, vous avez trouvé la transition générale, parce que, en tous les cas, il y a peut-être un silence qui en dit long, c'est celui de Donald Trump sur le sujet. Le président américain ne s'est toujours pas exprimé sur ce dossier. Comment vous l'analysez ? Est-ce que vous dites que c'est une manière de prendre toutes les informations et de ne pas parler trop vite, mais on connaît le président américain qui n'hésite pas, qui n'a pas sa langue dans sa poche, ou au contraire, ça marque peut-être un agacement, une humiliation peut-être, Brigitte Hadès ? Non, je pense que c'est une certaine prudence pour une fois, qu'il est prudent, parce qu'il n'a pas les cartes du tout. Il s'en remet à son équipe, à ses militaires, qui, je dois dire, sont quand même excellents, parce que j'ai écouté le général tout à l'heure qui parlait par rapport à ce qui s'est passé, depuis le début de la guerre, il n'y a que 2 avions qui sont tombés. C'est rien.
C'est rien du tout. Et c'est un non-événement. On en fait un plat, parce que c'est vrai que c'est affreux, un soldat comme ça dans la montagne, mais c'est un non-événement. Vous qui êtes là, j'imagine que pour les militaires, c'est quelque chose, c'est une routine. Bon, espérons qu'on le récupérera. Mais il ne faut pas non plus en faire un plat. C'est politiquement que ça fait un plat. Politiquement, ça peut être vraiment très, très au détriment de Trump. Donc, il préfère ne rien dire pour l'instant. Et je pense que là, je ne suis pas une experte en stratégie, mais j'ai quand même fait de la stratégie. Je sais qu'il est très important que ce soit le brouillard, on ne sache rien. Oui. Et deuxièmement, quand je vois les personnages qui sont en train de marcher dans la montagne, c'est de la propagande, et peut-être ils disent salam alaikum, ils sont très polis en plus, ce sont des villageois, avec un drapeau. Si c'est ce genre de personnes qu'ils envoient, je ne vois pas comment il va se passer des choses. S'ils étaient avec des javelins, etc., avec à l'épaule, on aurait peur pour les hélicoptères. Mais sinon, franchement, dans la nuit, c'est pas sûr qu'il y ait vraiment des gens sur place. Peut-être qu'ils en enverront entre eux. Quand on voit les images de ces gens-là, c'est une image de propagande. Quand vous voyez avec quoi ils sont équipés, avec des armes d'un autre temps. On voit que c'est de la propagande. Pourtant, ils ont réussi quand même à abattre, alors pas forcément eux, mais à abattre un F-15 quand même iranien, américain. Oui, d'accord, c'est pas eux. Il faut aussi dire que finalement, les Iraniens sont très forts à l'offensive, mais ils ne sont pas très forts dans la défense. Ils n'ont pas vraiment d'armes de défense, ils ont tout mis le paquet sur l'offensif. Juste pour modérer tes propos, Brigitte, la récupération quand même d'un pilote, c'est très important pour la motivation du personnel navigant derrière, qui est engagé. Il y a entre 100 et 150 avions en l'air en permanence. Il faut que ces pilotes soient certains, comme le disait l'amiral tout à l'heure, qu'ils soient récupérés en cas de problème. Non, mais c'est certain. C'est tout à fait. Non, mais je veux dire, les pertes, la Deuxième Guerre mondiale, 250 000 avions. Cette opération, il y a à peu près 13 à 14 000 sorties qui ont été faites, et 2 avions... Il y a 2 avions qui ont été abattus au-dessus du sol iranien, mais il y a eu beaucoup plus de pertes que ça en termes d'avions, sinon. Bon, on est quand même dans l'infinitésimal. En revanche, la dimension psychologique, médiatique et politique est phénoménale. En plus, dans notre monde d'information instantanée, il y a 30 ans, on attendait un petit peu avant d'informer. D'ailleurs, ça n'intéressait pas les médias il y a 30 ans. Est-ce que le sort de ce pilote peut changer la donne sur l'avenir du conflit? Est-ce que si jamais ce pilote venait à être retrouvé mort ou capturé par les Iraniens, ça pourrait déclencher, en tous les cas, une autre forme de guerre, avec notamment peut-être une accélération du côté américain, Claire? On sait que le poids des images est énorme. On se souvient par exemple en Somalie, quand il y avait eu cette opération qui avait été menée au sol, où 18 soldats américains étaient tués, et qu'il y avait des images qui avaient été diffusées, des rangers traînés au sol par les milices locales. Ça avait vraiment marqué tous les esprits, et ça avait forcé le nouveau président en place, Bill Clinton, à arrêter l'opération et à se retirer de ce pays. Donc oui, forcément, ça peut en avoir un impact au sein de la société américaine. Là, a priori, on n'en sera pas non plus à ce stade-là. On imagine que si jamais ce soldat américain est capturé par les Iraniens, il servirait plutôt comme monnaie d'échange. Et on l'espère qu'il serait bien traité. Et justement, vous avez évoqué les précédents. On va en voir plusieurs avec Pierre Barbin qui nous a rejoint. Bonsoir Pierre, parce qu'évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce pilote américain peut devenir un otage pour l'Iran? Et ce ne serait pas la première fois qu'un Américain serait pris en otage. Oui, vous parliez à l'instant de traumatisme. Il y a bien un épisode qui a traumatisé les États-Unis. C'est en novembre 1979. Cela se passe déjà en Iran. L'ambassade américaine de Téhéran est envahie par des centaines d'étudiants. Le personnel est alors pris en otage, 52 personnes au total. Une première humiliation qui en suit en fait une autre. L'opération de sauvetage organisée plusieurs mois plus tard tourne au drame. 2 appareils entrent en collision. 8 Américains sont tués. Ce traumatisme aura d'ailleurs des conséquences politiques. Le président Jimmy Carter ne sera pas réélu en 1980. Il paye bien évidemment la mauvaise gestion de ce sujet. Les otages, eux, seront libérés après 444 jours de captivité. Et autre traumatisme, Pierre, c'est en 1993. Oui, vous le disiez, en Somalie, au cours de la bataille de Mogadiscio. 1 an plus tôt, dans cette zone, Bill Clinton a décidé d'envoyer des troupes, mais lors d'une opération spéciale au mois d'octobre 1993, donc, 3 hélicoptères américains sont abattus par la Somalie. L'un des pilotes survit, mais il est arrêté
pris en otage, fait prisonnier en tout cas par une milice. Il sera retenu pendant 11 jours précisément. Il y a un autre cas célèbre et qui est bien plus récent cette fois, celui du sergent Bergdahl, capturé par les talibans en Afghanistan en 2009, resté prisonnier pendant 5 ans, libéré lui grâce à un échange de talibans qui étaient prisonniers détenus à Guantanamo. Merci beaucoup Pierre Barbin pour ces explications. Général Jean-Michel Chéreau, est-ce que ce serait beaucoup plus compliqué pour des forces spéciales d'aller chercher un soldat américain qui serait cette fois otage en Iran? Ah oui, ce sera compliqué là. Oui, on passe dans une mission d'une toute autre nature. Beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que là, ça demanderait beaucoup plus de moyens. Ça demanderait beaucoup plus de temps de préparation d'une part, parce que il faudra qu'on arrive à déterminer où il se trouve. Je pense que s'ils le détiennent, ils vont le faire bouger de façon très fréquente, hein, et donc il y aura toute une planification à monter avant de pouvoir agir. Ça prendra beaucoup de temps. Vincent Crouzet, il y a un risque que cet homme devienne un otage. Oui. Énormément. Donc les prochaines heures vont compter. Là, les images sont intéressantes parce qu'on voit l'avantage que procure notamment l'infrarouge, la résolution infrarouge pour les Américains, notamment pour cette nuit. Et puis la résolution infrarouge aussi de leur constellation de satellites géostationnaires qui vont leur permettre à la fois d'évaluer les mouvements des gardiens de la révolution islamique au sol et la position peut-être de leurs pilotes, puisqu'ils vont croiser tous les moyens géospatiaux en leur possession pour le localiser. Donc c'est un petit peu la nuit de la dernière chance. Amiral, vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que si ce pilote est retrouvé, en tout cas capturé par les Iraniens, ça changerait également la donne dans cette guerre en Iran? Oui, à l'évidence. Moi, ce que j'espère pour ce pilote, c'est que les Américains connaissent déjà sa position et préparent dans la plus grande discrétion l'opération. Ça, c'est la solution, j'allais dire, la plus favorable à l'évolution de la situation. Sinon, bien sûr, les Iraniens maîtrisent parfaitement la communication, maîtrisent la garde des otages et joueront, alors cette fois, c'est eux qui joueront au chat et à la souris avec Trump. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, Trump a intérêt à minimiser l'affaire. Actuellement, il n'en parle pas. Je rappelle qu'il s'est mis en opposition, à mon avis, la haute hiérarchie militaire américaine, qu'il n'a pas engagé à faire cette guerre, et il a viré le chef d'état-major de l'armée de terre, le US Army, c'est pas n'importe qui, après avoir viré le chef d'état-major des armées, la chef d'état-major de l'US Navy, l'amiral commandant les Coast Guard et un certain nombre de généraux, là, avec le chef de l'armée de terre, en pleine opération, qui va impliquer forcément des soldats, et pas simplement des aviateurs. Et puis, je crois que là, il est en situation difficile. Le tout, c'est de savoir si la population américaine ne va pas prendre fait et cause pour le sauvetage de ce pilote. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Moi, je pense que les Américains sont très sensibles au fait qu'on fait tout pour leurs boys. Voilà. Parce que dans la mentalité américaine, on sauve les boys. Je sais pas ce que... Oui, c'est clair. C'est clair que si cette opération échoue et que le pilote n'est pas récupéré, l'opinion américaine va fortement réagir. Alors évidemment, on parle de l'opinion américaine. Il y a également les conséquences du côté de l'Iran qui, évidemment, ne peut que se satisfaire d'une telle situation. Déjà, premièrement, d'avoir abattu un F-15 américain, qui n'est pas un petit avion, si je puis dire. Et la deuxième, c'est de se retrouver donc en situation de pouvoir potentiellement capturer un soldat. Regardez cette réaction du président du Parlement iranien, Mohammad Ghalibaf. On dit souvent de lui ces derniers jours qu'il s'agirait de l'homme le plus puissant de l'Iran. En tous les cas, une personne qui compte au sein du régime, en tout cas iranien, et le président iranien, le président du Parlement iranien, qui ironise un petit peu sur ce sort en expliquant que cette guerre est passée d'un régime change, en prenant les mots de Donald Trump, à une opération de secours de soldats américains. Est-ce que l'image aujourd'hui, c'est tout gagnant, c'est tout bon pour l'Iran aujourd'hui, Brigitte Haddad? Est-ce qu'elle n'a pas une victoire déjà de l'Iran sur ce dossier? Écoutez, la vérité, c'est qu'ils sont très forts aussi dans la communication. Parce que c'est pas du tout, bien sûr, si vous avez raison, Vincent, tu as raison, c'est vrai que ce soldat va être vraiment utilisé des deux côtés. Et sur le plan, pour les États-Unis, j'entendais ça tout à l'heure déjà, quand j'écoutais les nouvelles, pour les Américains, c'est vraiment déjà une énorme histoire. Donc c'est vrai que ça risque de
peser sur la décision. Mais déjà, il y a deux tiers des Américains qui sont furieux contre Trump. Il est très en bas dans les sondages. Bientôt, il va devoir avoir l'assentiment du Congrès pour pouvoir continuer sa guerre. Donc, il est en mauvaise posture, de toute façon. Donc, je ne sais pas si ça va changer. Ça va changer, mais ça ne va pas changer. Mais pour les Iraniens, c'est certain que maintenant déjà, je pense qu'ils sont déjà en crier victoire avant, parce qu'il y a peut-être des chances pour qu'ils ne puissent plus crier victoire à la fin de la journée de demain. Donc là, ils crient victoire en avance et puis finalement, je pense qu'ils n'ont pas l'air d'être en si bonne posture sur le plan des munitions. Alors, bien sûr, ils attaquent, mais ils attaquent 10% de moins. Il y a 10% de missiles par rapport à ce qu'il y avait au début. Ils sont en train de restreindre leurs munitions, de faire quand même attention à ce qu'ils font. Et donc, vraiment, la supériorité américaine est immense. Mais sur le plan rhétorique, ça marche beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ils ont passé maître dans l'histoire de dire des choses, de crier victoire même quand ils ont perdu. Donc, d'ailleurs, Trump fait la même chose, d'ailleurs. Oui, mais là... donc, je pense que là, ils se targuent en ce moment parce que les prochaines heures sont pour eux un moyen de communication fabuleux. Vincent. Non, à la place de Mohamed Ghalibaf, quand même, j'éviterais quand même de faire le matamor trop longtemps, parce qu'il est en haut de la killing list. Il est au sommet de la killing list, donc il sera le prochain visé avec Vahidi, parce que Vahidi, donc qui est le nouveau commandant des gardiens de la révolution islamique, sont les deux hommes apparemment qui gouverneraient l'Iran. Ghalibaf étant lui-même un gardien de la révolution islamique. Toute sa carrière, effectivement. Voilà, un petit peu masqué, un petit peu camouflé, mais c'est bien un GRI. Donc il ferait. Moi, je me souviens des images de Maduro quelques heures avant sa capture, en train de danser et d'haranguer la foule et de se moquer de Trump. C'est un petit peu le cas là de Ghalibaf, et à sa place, je me méfierais quand même. Amiral, votre sentiment sur les capacités quand même iraniennes à pouvoir faire mal quand même, parce qu'effectivement, peut-être que l'Iran frappe moins, mais on a le sentiment que depuis plusieurs jours, on le dit souvent sur ce plateau sur LCI, que l'Iran frappe mieux. Et pour le coup, beaucoup estimait, il y a encore quelques jours peut-être, qu'il n'était pas capable d'abattre un tel avion. Est-ce que sur ce point, l'Iran n'a pas gagné la bataille, en tous les cas de la communication? Non, abattre un avion n'est pas un exploit extraordinaire. Il ne faut pas quand même se leurrer. Même un F-15 américain comme ça? Un F-15, c'est un avion comme un autre. C'est un vieil avion, en plus. C'est un avion des années 80. Je veux dire, une fois qu'on l'a détecté, que les systèmes de conduite de tir l'ont pris, alors il a des moyens d'échappement, il a des brouilleurs, il a des fleurs, enfin des systèmes qui permettent d'éviter les têtes électromagnétiques ou infrarouges, mais c'est pas un exploit en soi. Je pense que l'Iran garde toute sa capacité en matière de terrorisme et sur l'ensemble du monde. Ça, c'est la force des Iraniens, on le sait depuis très très longtemps. Ils sont affaiblis au plan militaire, ça c'est sûr. Les passedarans sont toujours très forts, et je crois qu'à ce stade, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, comme vous le disiez, peut-être pas trop les matamors, mais je pense que quand même, après avoir été humiliés par Trump, ça doit leur faire plaisir de faire un peu avec des images avec de l'intelligence artificielle, comme ils en font. Oui, c'est ça. Là, malheureusement, c'est pas de l'intelligence artificielle, et cette affaire-là est importante. Donc, oui, abattre un F-15, qui est un avion qu'on dit ancien, mais enfin, bon, c'est un avion qui est quand même moderne dans sa conception et dans ses équipements et dans ses capacités. Bon, voilà. Et justement, une image, parce que vous parlez justement du régime iranien qui se pavanait. Regardez cette image qui a tourné dans tous les réseaux sociaux des ambassades iraniennes dans le monde. Elle a été relayée par toutes les ambassades, quasiment toutes les ambassades, et on le voit, vous allez le voir, des Lego, parce que pour ne pas citer la marque évidemment, mais des Lego ou une autre marque, ironisés sur la situation. Je vous propose de regarder. On la verra juste après, mais en tous les cas, Claire Cambier, on va voir l'image défiler dans quelques instants, mais ça montre toute l'ironie, encore une fois, de ce régime iranien qui continue, malgré les coups, après un mois de guerre, quand même, de glorifier ses exploits, en tous les cas ses coups d'éclat quand il y en a.
Oui, exactement. On le disait, la communication iranienne est extrêmement forte et extrêmement productive, notamment sur les réseaux sociaux. Et on parlait du chef du Parlement, Ghalibaf. On a l'impression en fait qu'il adopte finalement le langage de Trump quand il s'exprime avec de nombreux messages sur les réseaux sociaux, ce qu'on ne voyait pas forcément avant de la part des Iraniens. Là où vous avez parlé de son dernier message, mais il y a quelques jours, il annonçait que tout ce que disait Trump était des fake news, reprenant vraiment le même vocabulaire que le président américain. Donc, juste un mot, où on disait que cette guerre était complètement asymétrique. Asymétrique, oui, mais au-delà de la communication, les Iraniens parviennent encore à avoir un pouvoir de nuisance et à tirer tous les jours. Israël, il y a encore quelques jours, disait que, à l'exception du premier jour de la guerre, cette semaine a été la pire journée en termes d'envoi de missiles iraniens sur le pays, et la défense aérienne n'est pas non plus efficace à 100%. Donc on le sait, des missiles, les Iraniens, ils en ont, ils peuvent tenir encore plusieurs semaines, et c'est finalement ça leur objectif, c'est de tenir vraiment dans la durée. Et encore une fois, juste pour terminer, regardez cette image qu'on voulait vous montrer justement de cette propagande iranienne qui afflue sur les réseaux sociaux. Et je rappelle que cette image, on distingue, c'est un pilote américain qui court et qui est poursuivi par de nombreuses personnes qui sont armées, vraisemblablement des Iraniens dans cette satire. Elle dit tout justement de l'ironie du régime iranien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sort et les recherches sur ce pilote américain dont on dit, vous avez raison tous de le dire sur ce plateau, que les heures sont comptées, les 24-48 heures si je vous écoute, Général. On va avancer dans l'actualité aujourd'hui parce que Donald Trump n'a pas réagi sur cette affaire, mais il a réagi d'une autre manière, si je puis dire, en mettant la pression une nouvelle fois sur le régime iranien, sur le fameux détroit d'Ormuz. Regardez cette déclaration du président américain, c'était il y a environ 1 heure, lorsqu'il avait donné 10 jours à l'Iran pour conclure un accord. Le temps presse, voilà la menace du président américain. Il ne reste que 48 heures pour ouvrir le détroit d'Ormuz avant que l'enfer ne s'abatte sur eux. Analyse autour de ce plateau, est-ce que Donald Trump est sur sa ligne, puisqu'en fait il tient son calendrier, si je puis dire, de son ultimatum, ou au contraire, peut-être que les événements ces dernières heures font accélérer la donne et remettent un coup de pression sur le régime iranien, Vincent. C'est une des touches du piano sur lequel il peut appuyer. Après, moi, sur le champ lexical de Trump, ce serait bien qu'il aille au-delà des talents du dialoguiste de Rambo, quoi, parce que depuis une semaine, c'est extrêmement pauvre en matière sur le plan du vocabulaire. Non, il peut le faire. Il peut le faire d'abord. Il peut créer un blocus à la sortie du détroit d'Ormuz qui n'est pas fermé, qui reste ouvert, mais pour les navires des alliés de l'Iran, notamment les Chinois et les Indiens qui peuvent passer. Il peut s'en prendre définitivement à l'île de Karg, ça c'est possible, non pas par une opération aéroportée, comme on l'a dit, mais il peut bombarder tout simplement les cuves, et puis les 3 terminaux en mer de l'île de Karg, ça c'est possible. C'est un des moyens opérationnels qui est dans ses mains, qui est dans les mains des Américains pour les prochains jours. Pour pratiquer un blocus, il faudrait tout de même que les navires de l'escadre aéronavale puissent se rapprocher quand même des côtes et du détroit d'Ormuz, mais c'est une possibilité que l'US Navy a. Amiral, l'enfer, ça pourrait signifier quoi? Des troupes au sol? Un blocus, comme le disait Vincent Crouzet? Non, je crois pas, parce que l'enfer ne s'abatte. Mais dans le détroit d'Ormuz, juste à l'ouvert, enfin dans le Golfe, le port de Bandar Abbas a déjà été sérieusement abîmé. C'est le port principal qui est à l'ouvert quand on remonte dans le Golfe. Les îles qui permettent, dans le trafic dans le détroit d'Ormuz, qui est assez profond, même s'il y a des chenaux, les îles qui permettent aux Iraniens de surveiller le contrôle, d'observer ceux qui passent et éventuellement de faire payer. Voilà, je ne me rappelle plus les noms, mais le trafic passe entre ces îles. C'est-à-dire, à partir de la terre, les Iraniens peuvent observer qui passe. C'est là où sont passés tous les bateaux qui sont passés. Donc là, ça peut être deux. Il y a un îlot et une île qui peuvent être bombardés. C'est pas l'enfer quand même, hein. Donc, comme le disait Vincent Crouzet,
on est habitué aux ultimatums de 48 heures qui font, comme disait le président Chirac, je ne me rappelle plus, ils font pchit là ou un truc comme ça là. Quand je pense que quand Donald Trump parle de l'enfer qui s'abattra sur le pays, il ne parle pas de libérer lui-même Hormuz. On a l'impression qu'il a quand même mis ça de côté et qu'il demande d'ailleurs à tous ses alliés d'agir à sa place. On peut se demander est-ce qu'il va frapper davantage toutes les infrastructures civiles, les stations électriques notamment. C'est les menaces qu'il a quand même proférées ces derniers jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que s'il fait ce genre d'infrastructures civiles, les Iraniens menacent d'attaquer les pays du Golfe sur ces infrastructures. Il y a déjà eu des désalinisations des plans, des infrastructures de dessalement qui ont été attaquées récemment aussi par les Iraniens. Mais c'est vraiment intéressant parce que finalement, les Iraniens ont une grande force là-dessus par rapport aux pays du Golfe, c'est qu'ils ne dépendent pas de leur population pour leur pouvoir. Parce que les Iraniens, à la limite, c'est un petit groupe de dirigeants qui finalement se fichent du sort de la population iranienne. Alors que les pays du Golfe sont fragilisés par l'idée, parce qu'ils achètent la paix sociale à travers une bonne prospérité, toutes sortes de choses et de sécurité, et l'économie, et les dessalements, alors que les Iraniens ne sont pas dans cet état. Donc c'est presque un peu asymétrique aussi, dans la mesure où les Iraniens peuvent frapper très fort aussi les pays du Golfe. Et même, à part les bases qui sont déjà assez fragiles, parce qu'ils n'ont pas prévu, les Américains n'avaient pas prévu que les bases américaines seraient fragilisées comme ça. Donc maintenant, ils amènent des patriotes et des choses, mais ça prend un certain temps. Mais il y a aussi les usines électriques, les infrastructures électriques des pays du Golfe, et même sur le plan même de toutes les questions d'Internet, etc., sont fragiles. Et donc, il y a vraiment une fragilité des pays du Golfe là-dessus. C'est peut-être là-dessus qu'ils ont un petit ascendant sur Trump aussi. Général. Oui, alors pour parler de la réaction possible de Trump, là, on observe que depuis un certain temps, tous les tabous de la guerre ont sauté. On connaissait les crimes de guerre que Poutine en Ukraine. Les crimes de guerre, c'est quand vous n'attaquez plus des cibles militaires, mais des cibles potentielles civiles qui n'ont rien à voir, mais un hôpital, une école, voilà. Et là, on est avec un éventail de cibles possibles que les Iraniens ont déjà commencé à utiliser, les centrales, voire les usines de dessalement. Il faut savoir que l'Arabie a 4 jours d'eau douce, à peu près 4 à 5 jours d'eau douce, et on ne sait pas où ça va aller. Donc Trump, pour le moment, comme les pays occidentaux, s'est un peu retenu d'attaquer ce genre d'objectifs. Mais le président américain irait potentiellement jusqu'à frapper... Alors moi j'en sais rien, je ne suis pas dans la tête du président américain, mais ça peut être une évolution possible. Rappelons-nous quand même, sans faire de l'anti-américanisme primaire, ce qui n'est pas mon cas, mais que ils ont tiré à Hiroshima et Nagasaki pour arrêter la guerre. Et donc, à un moment donné, ils peuvent être tentés d'utiliser non pas l'arme nucléaire, mais d'utiliser des armes sur des cibles auxquelles ils n'auraient pas pensé, en tout cas les états-majors n'auraient pas envisagé dans la conduite normale d'une guerre normale. Mais on est dans un état totalement anormal et désordonné. D'autant plus qu'il y a un redéploiement apparemment des passes d'Aran dans des zones civiles, d'abord parce qu'il manque de casernement, donc ils se redéploient dans des gymnases, dans des écoles, dans des casernes de pompiers, dans des hôpitaux, un petit peu comme le faisait le Hamas à Gaza. On se souvient de la bavure et du drame épouvantable de l'école de Minab le 28 février dernier. Il est possible effectivement que les Américains soient tentés de cibler les nouvelles zones de redéploiement des gardiens de la révolution islamique dans les prochaines heures, avec effectivement le risque de victimes de cet horrible terme de victimes collatérales. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver aussi un équilibre, parce qu'il faut quand même conserver le soutien de la population qui reste hostile au régime. Il ne faut pas unifier cette population contre les Américains au cours des prochaines heures. Est-ce que vous avez le sentiment aussi clair que depuis plusieurs jours maintenant, la guerre a changé de facette, puisqu'il y a ces cibles civiles, en tous les cas, qui sont un peu plus liées aux civils. Alors je rappelle qu'à chaque fois que Israël frappe ces sites, il justifie ces frappes par une cachette potentiellement des gardiens de la Révolution, ou
une cible qui serait en lien avec le régime. Mais est-ce que vous avez le sentiment clair en voyant depuis plusieurs heures que ça s'étend? On l'a vu ces derniers jours. Il y a des ponts qui ont été bombardés, des aciéries. Aujourd'hui, il y a eu 2 usines pétrochimiques. Il y a eu également l'hôpital de Pasteur, l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, une usine de pharmaceutique qui fabrique des médicaments. Alors, on l'entend, potentiellement, il y avait des cibles militaires qui étaient cachées. Mais du coup, la frontière, elle est quand même très, très fine. Et il y a cette crainte que ça aille plus loin. Et comme vous le disiez à juste titre, cela constituerait des crimes de guerre. Alors, on va revenir juste sur le détroit d'Ormuz, parce qu'évidemment, encore une fois, c'est le dossier central, si je peux dire, de ce bras de fer entre Donald Trump et le régime iranien. Ce qui est très intéressant, c'est de voir encore une fois aujourd'hui cette volte-face de Donald Trump, qui il y a encore 3 jours, en tout cas lors de son allocution mercredi soir, nous indiquait que le détroit d'Ormuz, finalement, c'était pas de son sort, c'était aux Européens et aux Occidentaux de le gérer. Écoutons le président américain, rappelons-nous de cette déclaration. L'Iran a été pratiquement anéanti. Le plus dur est fait. Cela devrait donc être facile. Et de toute façon, une fois ce conflit terminé, le détroit s'ouvrira tout naturellement. Il s'ouvrira tout simplement de lui-même. Ils voudront pouvoir vendre du pétrole, car c'est tout ce qu'ils ont pour tenter de se reconstruire. L'approvisionnement reprendra et les prix de l'essence redescendront rapidement. Les cours boursiers remonteront rapidement. Ils n'ont pas beaucoup baissé, franchement. Et donc, 72 heures plus tard, renouveau en coup de pression. Il est bloqué, en fait, Donald Trump ? Il souffle le chaud et le froid, il passe son temps à dire, parce que c'est son art du deal, etc. Il dit toujours des choses et son contraire, donc ça, il n'est pas prévisible. Mais la vérité, c'est qu'on disait tout à l'heure tous ensemble que c'est vraiment un piège, ce détroit d'Ormuz pour les Américains. C'est vraiment un endroit, s'ils rentraient avec des... C'est pour ça que Vincent disait d'ailleurs qu'il fallait mieux bombarder l'île de Khark du haut, s'ils devaient le faire, que d'aller mettre des gens... Parce qu'ils ne pourront même pas s'approvisionner en nourriture, en eau, en rien. Si on mettait des soupes au sol, il faudrait que ce soit des gens, des commandos rapides et qui s'en aillent. Mais si c'est pour détruire ce qu'il y a là, ils peuvent le faire par les airs. Donc c'est vraiment un endroit alors stratégiquement, il est vrai qu'il y a beaucoup de bateaux qui passent. C'est pas bloqué. Ça n'est bloqué que pour les Israéliens, les Américains, les Alliés. Il n'est pas complètement bloqué. Les Iraniens, il y avait un général qui disait quelque chose de très intéressant. Il a dit, il faut pas les laisser nous menacer avec ce détroit d'Ormuz, cela étant, à long terme, parce qu'ils recommenceront. Si les Iraniens commencent à utiliser le détroit d'Ormuz comme un monopole, qu'ils n'ont pas, parce qu'il y a quand même Oman en face, qui possède la moitié des eaux territoriales. Et factuellement, ils l'ont, parce qu'aujourd'hui... Le dernier décompte, c'est quand même 221 navires qui sont passés depuis le début du conflit. C'est pas mal, c'est rien. Pardon. Je sais, par rapport aux 1900 par jour. Oui, je sais. Voilà. Vous avez raison, bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose qui est, il faut pas les laisser en même temps. Donc je pense qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va se produire parce que il faut les décourager de recommencer. Mais comment les décourager ? Parce que ça fonctionne aujourd'hui. On voit quand même que Trump s'intéresse suffisamment au problème du détroit d'Ormuz pour pouvoir accentuer sur ce point. Donc côté iranien, ça a l'air de fonctionner quand même. Non, mais il s'intéresse parce que quand même il a l'épée saoudienne dans les reins. Même s'il ironise sur le léchage de fesses que lui aurait prodigué Ben Salman, néanmoins, là, les Saoudiens ils commencent à perdre patience, parce que ils sont obligés de mettre leur site à l'arrêt, leur site de production à l'arrêt. Ils ont des problèmes de stockage parce qu'il faut stocker ce pétrole qui n'est pas évacué. Donc à la fois les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis commence à trouver un petit peu le temps long. Donc je pense que effectivement il fait diversion parce qu'il ne veut pas parler du pilote depuis maintenant près de 48 heures, donc il revient sur Hormuz, mais Hormuz aussi, il a l'énorme pression tout de même des pays du Golfe. Claire Cambier, est-ce qu'on peut encore trouver un accord où on peut s'attendre à une réponse de Téhéran dans les prochaines heures ? Le détroit restera fermé, sauf au pays... Je pense que les Iraniens diront clairement que le détroit reste fermé pour le moment et qu'ils ne sont pas prêts à évoluer sur ce sujet. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est que des pays mènent des négociations bilatérales pour essayer de trouver des solutions. Ça a été le cas notamment avec la Chine, par le biais du Pakistan. La Chine qui... depuis, a pu faire passer des bateaux. La France a fait passer un bateau. Donc là, on n'a pas encore d'explication sur le
le pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est français? Est-ce que c'est la société qui l'emploie, qui l'explique? C'était CMA-CGM, donc détenu par un franco-libanais. Donc c'est peut-être aussi une des explications. Et dans le même temps, aujourd'hui, il y a un bateau qui a été frappé parce que accusé de lien avec Israël. Il y aura toujours des frappes, parce que finalement, même s'il sécurisait le détroit, en prenant les 2 petites îles dont vous parlez, Kesh, Melo, l'autre à côté, ils ne pourront jamais sécuriser le détroit, parce qu'il y aura toujours des risques d'envoyer des missiles de 2000 km, et donc sur les bateaux, ou même de moins. Et donc finalement, c'est les assureurs qui bloquent. C'est les assureurs qui ne veulent pas assurer les bateaux, avec raison d'ailleurs. Donc il y aura toujours une incertitude, jusqu'au moment où il y aura la guerre, il y aura un cessez-le-feu. Et je rappelle que plus le temps passe, plus l'Iran s'enrichit, parce qu'évidemment ce sont les seuls exportateurs de pétrole, très légers, mais les seuls exportateurs, et je crois qu'il expédie environ 1,8 million, si je me trompe, de barils par jour aujourd'hui. C'est quasiment un peu plus qu'avant la guerre. Donc c'est dire quand même que l'Iran profite de la situation. Merci beaucoup d'avoir animé le grand dossier ce soir. Dans un instant, vous retrouverez Yves Calvi, qui reviendra bien sûr très largement sur ses recherches, ses opérations de secours pour tenter de retrouver ce pilote américain en Iran.